La prochaine présentation est par Sarah Conrad. Elle prépare sa thèse dans l'université de Heidelberg et elle va vous proposer une présentation sur les fondamentaux, sur comment l'univers fonctionne. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Je suis vraiment impressionné à quel point l'intérêt de cette communauté, pour la science est important. Je suis vraiment très content d'être là. C'est très plaisir. Je vais vous parler comment faire de l'ingénierie à rebours de l'univers, reverse engineer de l'univers. Et pour ça, vous allez voir, il faut qu'on regarde de près le côté vraiment sombre de l'univers, le côté très sombre de l'univers. Imaginez, vous êtes dans une nuit très très claire, vous regardez les étoiles et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce qu'il y a dans cet extérieur infini? Il y a toutes ces petites étoiles dont vous avez des images colorées, de nébuleuses colorées, et vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et à quel point c'est loin? Et où est-ce que ça vient tout ça? Alors voici comment les gens imaginaient le monde, comment il fonctionnait. Voilà une image ici. Et un missionnaire du Moyen-Âge montre qu'il avait trouvé le point où la terre et le ciel se rencontrent. Donc les gens pensaient qu'il y avait une espèce de rideau dans le ciel et que les étoiles sont punaisées sur ce rideau. Et ils étaient très curieux, ils voulaient savoir quel était le secret de comment le monde fonctionnait. Ils voulaient voir derrière le rideau et voir la machinerie derrière, voir les rouages derrière le rideau. Bien sûr, aujourd'hui, on sait que le ciel n'est pas un rideau et qu'il n'y a pas d'étoiles punaisées dessus. Mais on sait que on habite quelque part dans la Voie lactée. Et on sait que le Soleil est une étoile assez moyenne, finalement, parmi toutes les autres étoiles que l'on voit. Et si jamais vous avez perdu le compte de où vous êtes, voilà, vous êtes ici. Alors, au début du XXe siècle, les gens pensaient que la galaxie de la Voie lactée était l'intégralité de l'univers, que tout l'univers était fait de notre galaxie, la Voie lactée, et tout ce qu'on voyait dans le ciel était à l'intérieur de notre propre galaxie. Donc vous pouvez voir que la vision du monde s'est un petit peu élargie. On a pensé d'une planète d'abord, puis à une galaxie entière. C'est ce qu'on observait. Mais en fait, les gens voulaient également savoir comment est-ce que l'espace-temps fonctionnait. Donc le substrat dans lequel notre galaxie est intégrée. Et comment est-ce qu'on pouvait enquêter cette question sans lui? Albert Einstein. En 1915, il a fondé la théorie de la relativité générale. Et cette théorie a posé les bases fondamentales de notre compréhension actuelle de l'espace-temps, de ce que c'est et de comment ça fonctionne. Donc on va vous proposer maintenant l'équation la plus compliquée de toute la présentation, mais c'est vraiment la plus essentielle. L'essence de la relativité générale est un jeu d'équations simples. À gauche, ici, ça montre les dynamiques de l'espace-temps. Donc, la dynamique de l'espace-temps est égale à l'énergie et à la force, alors peut-être pas la force, l'impulsion. L'impulsion. S'il n'y avait plus de dynamique, l'espace-temps s'arrêterait et serait figé et ne bougerait plus. Mais dès qu'on remplit notre univers de choses, de la matière, de la radiation, la dynamique de l'espace-temps va se mettre en jeu, va se mettre en mouvement, et l'espace-temps ne restera pas tel qu'il est. L'espace va s'étendre ou se contraindre, se réduire, se déplacer, se warper, et les choses vont se mettre en mouvement. Ça avait l'air vraiment étrange pour les gens à l'époque. Un univers qui change de taille. Et les gens ne voulaient pas de ça. C'était quelque chose qui déplaisait aux gens. Donc Albert Einstein a proposé un facteur supplémentaire dans son équation. Ce facteur lambda, pour annuler l'effet de la matière et de la radiation, pour faire en sorte qu'il soit statique.
Bon, simple et lisse comme tout devrait l'être. Ce facteur supplémentaire, la nature de ce facteur était très mystérieuse. Est-ce que c'est une énergie inconnue? Est-ce que c'est une propriété de l'espace-temps? Nous allons voir. Voici comment notre compréhension actuelle de du fonctionnement de l'espace-temps s'est développée. Et quant à notre compréhension de notre environnement, à l'époque, les gens pensaient que la galaxie était l'intégralité de l'univers, de toute façon, on ne pouvait pas voir beaucoup plus loin. Et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a les autres galaxies apparaissent juste comme des nébuleuses en spirale au-delà, parce que les galaxies individuelles n'arrivaient pas à être résolues, elles étaient trop loin. Henrietta Swan Leavitt était une femme qui travaillait à l'observatoire Havett et elle a enquêté sur les étoiles dans le nuage de Magellan grand et le petit. On sait maintenant que ces nuages sont en fait des toutes petites galaxies qui accompagnent notre galaxie, la Voie lactée. Mais à l'époque où elle travaillait là, elle a découvert qu'on voit déjà des étoiles individuelles dans ces nuages et elle a observé des étoiles dont la luminosité variait selon des jours, en jour le jour presque. Et l'amplitude augmentait et diminuait. Et ce qu'elle a vu également, c'était que plus cette pulsation était rapide, plus les étoiles étaient brillantes. Et avec ce point, elle a pu, pour la première fois, c'était possible pour la première fois, de rechercher les étoiles céphéléides variées. Maintenant qu'on connaît la relation entre la pulsation des étoiles et leur luminosité, on peut les regarder dans le ciel, on peut déterminer leur distance, la distance des étoiles. Et c'est ce qu'a fait Edwin Hubble. Il a trouvé dans la galaxie, dans la nébuleuse d'Andromède, dans la nébuleuse du triangle, ces étoiles céphéides. Et il a utilisé cette méthode pour mesurer leur distance. Et ce qu'il a trouvé, c'est que ces nébuleuses sont plus loin que toutes les autres étoiles qu'on peut voir. Donc pour la première fois, il était clair qu'il y avait des objets en dehors de notre propre galaxie qui sont énormes. Et maintenant, finalement, avec cette information, finalement, notre galaxie à nous n'était plus un endroit particulier, c'était un endroit comme tant d'autres dans l'univers. Et notre vue du voisinage a encore évolué. Notre galaxie est la Voie lactée, ici, donc si vous êtes perdu, si vous aviez perdu le compte. Et la galaxie d'Andromède, donc qu'on pensait avant était juste une autre nébuleuse dans notre galaxie, peut-être une petite, est en fait encore plus grosse que la nôtre. Mais les chercheurs en physique n'auraient pas été contents de savoir où sont les choses. Ils voulaient également savoir comment les choses se déplacent et quelle était toute la machinerie derrière. Et pour déterminer ceci, pour déterminer comment les choses autour de nous fonctionnent, on va utiliser un autre effet dont vous avez peut-être entendu parler du côté acoustique qui s'appelle l'effet Doppler. Imaginez que vous êtes dans la rue, qu'une voiture passe très rapidement à côté de vous. Le bruit que fait la voiture quand elle approche est différent que du bruit qu'elle fait quand elle s'éloigne de vous. C'est un peu comme niaou. D'abord c'est un son aigu, puis c'est un son plus grave. Donc vous pouvez voir qu'il y a un changement de fréquence dû au mouvement relatif de la voiture et ça change la tonalité du son. Et la même chose est vraie pour la lumière. Les raisons physiques sont différentes, mais les effets sont les mêmes. Imaginez qu'il y a une étoile qui s'approche de vous, sa lumière sera décalée vers des fréquences plus élevées si elle s'approche. Donc on verra un changement en couleur. L'étoile apparaîtra plus bleue. Et de l'autre côté, si l'étoile s'éloigne de nous, elle apparaîtra en plus rouge. C'est pour ça qu'on appelle cet effet le redshift ou le décalage vers le rouge ou le décalage vers le bleu. Donc pour déterminer la rapidité, la vélocité relative d'une étoile par rapport à nous, ça ne suffit pas de mesurer
la fréquence de la lumière. Parce qu'on ne sait pas quelle est la couleur réelle d'origine de l'étoile. Donc c'est pourquoi on utilise des lignes spectrales. Les lignes spectrales sont des empreintes des produits chimiques individuels et chaque produit chimique a un motif particulier de la façon dont il absorbe la lumière dans le spectre de la lumière. Et quand on voit une certaine configuration sur ces lignes, on sait à quel élément ça appartient. Et donc, en principe, ça devrait toujours être à la même fréquence, ces lignes. Mais quand une étoile s'éloigne ou s'approche de nous, ces lignes également se décalent vers le rouge ou le bleu. Donc ça veut dire qu'en observant ces lignes spectrales des étoiles qui s'approchent ou qui s'éloignent de nous, on peut déterminer la vélocité à laquelle elles se déplacent. Donc maintenant, on a appris comment mesurer les distances et comment mesurer les vitesses dans l'univers. Et ça a été fait par Fritz Zwicky. C'est un astronome suisse et il a étudié les vitesses des galaxies dans les amas de galaxies. Un amas de galaxies, c'est un énorme objet. C'est un objet lié gravitationnellement qui consiste de galaxies individuelles. Donc ce qu'il a fait, s'est intéressé, il s'est dit tiens, c'est un peu comme un mobile, elles bougent ensemble, on peut mesurer les vitesses. Et ce qu'il a trouvé était vraiment, vraiment bizarre. Ces galaxies bougeaient avec des vitesses qui étaient tellement grandes que c'était pas croyable qu'elles puissent vraiment rester ensemble. Parce que le potentiel gravitationnel pouvait pas être si élevé de la masse par rapport à la masse qu'on observait. On pouvait observer la luminosité et donc on pouvait estimer le nombre d'étoiles qu'il y avait là-bas et on voyait ces vitesses et donc Fritz Zwicky en a conclu que dans ces amas de galaxies il devait y avoir beaucoup plus de matière que ce qu'on observe, que ce qu'on pensait. Et donc c'est là qu'il a introduit le terme de matière noire. Il pensait que la matière noire c'était du gaz, peut-être de la poussière, peut-être des roches. À des temps plus tard, une analyse plus poussée a été faite par Vera Rubin. Elle a fait la même chose, mais elle a mesuré les vitesses d'étoiles dans certaines galaxies. Donc on a une galaxie, quelques étoiles à l'intérieur, et on mesure la vitesse avec laquelle les étoiles tournent autour de la galaxie. Et donc avec ça, elle a mesuré ce profil. Donc sur l'axe horizontal, vous voyez la distance jusqu'au centre de la galaxie, et l'axe vertical vous donne la vitesse. Donc la courbe blanche, c'est la vitesse qu'on a mesurée. Donc on voit au centre, elle augmente, et ensuite ça devient à peu près plat. Donc la vitesse devient constante. Mais encore une fois, à partir de la masse qu'on peut observer dans ces galaxies, on supposerait que pour que ces galaxies restent stables, la vitesse devrait être beaucoup, beaucoup plus petite. Donc à ce moment-là, c'était déjà possible de mesurer ou d'estimer le contenu en gaz ou en poussière dans ces galaxies. Et il ne pouvait pas y avoir du gaz et de la poussière qui expliquent cette masse manquante. Donc encore une fois, on a observé qu'il devait y avoir beaucoup plus de masse que ce qu'on attendait. So the hints for something like dark matter got more. Donc les indices pour la présence de matière noire sont devenus de plus en plus importants. Mais revenons à notre vision de comment fonctionne l'univers. Donc c'est mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on va revenir à Edwin Hubble. Donc ce qu'il a mesuré, c'était il a regardé les galaxies qui nous entourent et il voulait savoir quel était leur mouvement en fait par rapport à nous. Et ce qu'il a trouvé, c'est ce qu'on appelle maintenant la loi de Hubble. C'est que plus une galaxie est loin de nous, plus vite elle s'éloigne de nous. Donc ça veut dire que les galaxies nous fuient. Et ça, c'est une relation linéaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À l'heure actuelle, on sait que l'univers s'étend.
On appelle ça l'expansion de Hubble. Et Hubble serait certainement très contrarié de savoir qu'on a nommé après lui, parce que il croyait pas que l'univers était en train de s'étendre. Donc il est devenu célèbre, qu'il le veuille ou non. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'univers s'étend? Est-ce que ça veut dire qu'on est le centre et que tout s'étend autour de nous? Non. Ça veut dire que l'univers s'étend à n'importe quel point. Supposons qu'on est au point A et on observe une galaxie au point B qui s'éloigne de nous. Alors, si on se place maintenant du point de vue de la galaxie B, qu'est-ce que quelqu'un dans la galaxie B verrait? Ben, depuis la galaxie B, on verrait que la galaxie A s'éloigne. Mais dans la galaxie B, on s'apercevrait aussi que tout s'éloigne. Donc ça veut dire que l'univers s'étend en fait autour de n'importe quel point. Il n'y a pas de centre pour cette expansion. Et donc le premier qui a formalisé cette observation, c'était Alexandre Friedman, qui a trouvé les équations en fait qui décrivent ce mouvement spécifique de notre univers. Il a supposé que l'univers était homogène et isotrope. Ça veut dire qu'il est le même, peu importe la direction dans laquelle on regarde et peu importe l'endroit dans l'univers où on se place. Pourquoi ça serait différent ailleurs? Mais il change dans le temps. Il s'étend. Si on regarde la quantité d'espace qu'on a, si on remonte le temps, en fait, cette quantité d'espace va devenir de plus en plus petite. Et donc, quand on remonte comme ça, quand on devient de plus en plus petit, en fait, ça devient de plus en plus dense et la matière devient de plus en plus chaude. Et donc, si on recule suffisamment loin, on arrive à un point où il fait tellement chaud et c'est tellement dense que la matière est ionisée. Ça veut dire que, en fait, tous les noyaux ne seraient même plus capables de garder les électrons autour d'eux, mais les atomes et les électrons se déplaceraient un peu librement, sans être liés les uns aux autres. Donc c'est ce qui est montré ici, sur le côté gauche. Mais si on est dans un plasma qui est si chaud et dense, qu'est-ce qui se passe pour la lumière? Donc la lumière ici est représentée par ces vaguelettes jaunes, et la lumière est diffusée par les charges. Ça veut dire que dans ce plasma chaud et dense, imaginez que vous êtes assis là, bon, à part le fait que vous serez cuit, vous verriez rien, parce que la lumière est diffusée partout et n'irait pas droit vers sa cible. Et à partir d'un certain point dans l'expansion, donc là on avance avec le temps, et ben, les noyaux vont commencer à attraper les électrons et l'univers commence à devenir transparent. Et là, il y a une énorme quantité de photons qui a été libérée. Et le truc énorme, c'est qu'on a une image de ça. Et ça, c'est une des images les plus connues en cosmologie. Et je voudrais vous la montrer. C'est ça. Donc grâce à ces deux personnes, donc Penzias et Wilson, on a cette image. Ils travaillaient dans un laboratoire sur une antenne et ils voulaient mesurer quelque chose de complètement différent. Ils avaient toujours ce bruit de fond dans cette antenne et ils voulaient s'en débarrasser. Ils pensaient que c'était des crottes de pigeons de leur antenne, donc ils ont nettoyé leur antenne et ils n'ont toujours pas réussi à trouver d'où ça venait. Jusqu'à un jour, ils voient un physicien qui leur dit à qui ils ont raconté le problème et qui leur a dit ce que vous mesurez là, c'est la première lumière de l'univers. Et pour ça, ils ont eu le prix Nobel. Et donc, ils ont eu le prix Nobel et les physiciens ont eu un nouveau jouet. Parce qu'une fois que vous faites une mesure, alors ouais, c'est homogène, c'est joli et vous avez ri pour une bonne raison. Mais c'est vraiment intéressant que l'univers est aussi homogène de la façon dont on le voit. Et donc ils ont fait des calculs et des calculs. Maintenant on voit des structures dans l'univers. Il y a pu y avoir des moments où
il y a pu y en avoir au moment où ces radiations ont été émises. Donc il y a dû y avoir des structures dans ce champ de rayonnement. Et donc ils ont fait des calculs. Ok, combien on a de matière. Ok, ils ont estimé que les fluctuations dans ce rayonnement doivent être de l'ordre de 100 Kelvin. Donc c'est vraiment petit. Ils ont commencé à mesurer, ils n'ont rien trouvé. Où est-ce qu'ils s'étaient trompés? Dans les années 90, le satellite Kobe a mesuré pour la première fois les fluctuations de ce champ de rayonnement. Et il se trouve que ces fluctuations étaient beaucoup plus petites que ce qu'on attendait. C'était un 100 millième de Kelvin. Et la seule raison pour laquelle ces fluctuations sont si faibles, c'est qu'une grande partie de la matière à ce temps-là, quand le fond diffus cosmologique a été relâché, elle n'interagissait pas avec la lumière. Donc ici, on a la preuve que la matière noire, c'est effectivement invisible. On ne sera jamais capable de la voir, d'en prendre une photo. Parce qu'il y a de la matière dans notre univers qui n'émet pas des photons, qui n'interagit pas avec des photons, qui est complètement différente de ce qu'on connaît. Donc le fond diffus cosmologique, maintenant, on a beaucoup plus de détails dessus, et ces toutes petites fluctuations en fait qu'on voit ici. Donc ça, c'est une image faite par le satellite Planck il y a quelques années, et elles servent de conditions initiales en fait pour les grandes structures. Et si vous êtes intéressé comment les structures évoluent à partir de ces conditions, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande fortement la présentation de Philippe Bush, Simuler les univers. Et regardez et voyez comment l'univers est formé à partir de ces structures. Mais qu'est-ce qu'on sait maintenant de notre univers? Donc on veut toujours reconstruire un peu notre propre univers. Donc au tout début, il y avait le Big Bang. Si on revient dans le temps et qu'on comprime tout, on atteint le point zéro. C'était le Big Bang. C'était une période très brève, on pense, où l'expansion était très rapide. Et cette phase, on l'appelle l'inflation. Moins de 400 ans après la naissance de l'univers, on a ce lâcher de cette radiation, ce fond diffus cosmologique. Il n'y avait pas encore d'étoiles à l'époque, donc on a une époque noire. Ensuite, les étoiles, les galaxies ont commencé à se former. Et là, une nouvelle ère a commencé. Et elle a été commencée il y a à peu près 10 ans. C'était l'expansion accélérée de l'univers. Vous vous souvenez cette constante cosmologique que Einstein a introduite dans ses équations pour rendre l'univers statique? Maintenant, on sait que c'est pas là pour le rendre statique, mais l'effet de cette constante, c'est de rendre l'univers accéléré. En fait, cette expansion s'accélère. Einstein a inventé, pour ainsi dire, l'énergie noire, sans le savoir. Pour dire, il y a quelque chose dans notre univers qui fait que l'univers s'étend de plus en plus. La matière normale ne peut pas faire ça. La matière normale contracte l'espace, mais elle ne peut pas l'étendre. Qu'est-ce qu'on sait des ingrédients de l'univers? Alors, directement, au moment où la radiation primordiale a été relâchée, on sait que la matière noire jouait un rôle important. Mais au fil de l'expansion de l'univers, son rôle est devenu de moins en moins important. Et maintenant, on sait que le contenu en énergie des atomes ne représente que 5% de notre univers actuellement. Et 27%, c'est de la matière noire. Et la plus grande partie de l'énergie dans notre univers, en fait, c'est de l'énergie noire. Qu'est-ce qu'on sait de l'énergie noire? On sait qu'elle est là. L'univers accélère.
les autres formes de matière et de radiation ne peuvent pas être responsables de ça. Donc il y a quelque chose comme l'énergie noire qui doit être là pour répondre à cette réalité de l'expansion accélérée. On peut voir que la densité de l'énergie est très homogène dans l'espace. Ça ne forme pas de structure vraiment, comme la matière le fait. Ça peut être constante dans le temps. Elle est peut-être... On n'a pas de preuve à l'heure actuelle. On n'a pas de preuve que ça varie dans le temps. Donc peut-être qu'elle est constante pour toujours, et on a une constante cosmologique, mais les physiciens ne pensent pas, évidemment, que c'est constant, alors on va partir du principe que ça l'est. Non, on va vérifier. Donc ça va être vérifié dans des études qui vont arriver bientôt, qui vont essayer d'être précises à peu près à 10%. Donc on va bientôt pouvoir voir est-ce que la matière et l'énergie sombre, l'énergie noire, change sa densité dans le temps ou pas. Et tout le reste à propos de l'énergie noire, pour l'instant, est très spéculatif. Il y a beaucoup de modèles différents qui prédisent des choses différentes, mais rien n'est connu à l'heure actuelle. C'est tout ce que l'on sait de manière certaine à propos de l'énergie noire. Revenons à la matière noire. Peut-être qu'on en tirera un peu plus, on en saura un petit peu plus. Qu'est-ce que ça pourrait être, la matière noire? De la matière normale, standard? Alors revenons un instant sur ce que c'est que la matière standard, la matière en tout cas qu'on comprend. Donc tout le monde, je pense, sait ce que c'est qu'un atome. Il y a un noyau qui est chargé positivement. Il y a les électrons qui tournent autour. Ici, c'est les gens qui font la physique quantique ne sont pas là tout de suite, ça tombe bien. Mais vous voyez où je voulais en venir. Donc, au cœur de ces atomes, il y a des protons et des neutrons. Et chaque proton et neutron est fait de quarks, que l'on sait maintenant. Alors, quels sont les quarks? Il y a 6 types de quarks qu'on connaît aujourd'hui, vers le haut et vers le bas, les up-down, charm, strange, le top, le bottom. Les gens qui font de la physique ont parfois de l'humour, si. Les protons et les neutrons sont faits donc de quarks up-down. Les autres quarks sont moins stables, mais ils sont plus lourds. Mais on les a vus, par exemple, dans le LHC, et on a également des leptons. Alors les muons, les tauons, à chacun, pour les électrons, muons et tauons, chacun correspond à un neutrino. Alors, ceci n'est pas de la matière noire. On le sait. Donc, on peut déjà retirer cette hypothèse. Au moins, voilà une chose que l'on sait. Donc, alors, on sait ce que ça n'est pas, mais qu'est-ce que ça peut être? Peut-être que ce sont les trous noirs primordiaux. Donc, je vous ai dit que quand la radiation de micro-ondes cosmique a été lâchée à l'origine, cette matière noire ne pouvait pas interagir avec les photons. Un trou noir n'émet pas de photons. Il capture les photons. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de trous noirs, beaucoup de trous noirs qui étaient là. Mais le problème de cette théorie, c'est que même si elle pourrait amener à l'observation qu'on fait aujourd'hui, nous mener à ces observations, il y a très peu de cosmologie exotique qui permettent la formation de trous noirs primordiaux, parce que les trous noirs, dans ces cas-là, auraient besoin d'être formés avant que les atomes, eux, soient formés. Et il y a très peu de place dans les observations physiques pour ces trous noirs primordiaux. Donc les trous noirs primordiaux ne sont pas exclus à l'heure actuelle, mais ne sont pas les plus probables. Alors, peut-être que notre modèle de particules est incomplet. Peut-être qu'il y a des particules qui ne sont pas dans le modèle standard. C'est pour ça qu'on les appelle au-delà du modèle standard. Peut-être qu'il y a donc des particules qui sont cette matière sombre. Un peu comme celle qu'on connaît, mais différent. Comment pourrait-on les détecter? Alors, il y a une certaine classe de particules de matière noire qui s'appellent les WIMPs. Et en cas et s'ils font une interaction faible, ils pourraient se répandre avec des noyaux nucléaires, de noyaux. Et on les voit avec le... On les voit diffuser on les verrait se diffuser dans les collisionneurs. Et donc les scientifiques...
scientifiques pensent que peut-être que la matière noire, c'est des particules très différentes de ce qu'on sait, mais on peut peut-être quand même observer leur interaction. Et donc ça, c'est ce qu'on en connaît maintenant. Les, propre- les propriétés qu'on voudrait connaître de ces particules de matière noire maintenant, c'est What mass does it have? quelle masse elles ont ces particules et avec quelle probabilité elles interagissent avec les particules ordinaires. Donc, Dark allez, matter particles? on va supposer que notre galaxie est remplie de WIMP, de particules de matière noire. On peut estimer donc la densité et la masse de ces particules parce qu'on connaît la masse de notre galaxie. Lower Donc, if the mass is high. plus la masse est grande, plus la densité est petite. The Et donc, size of these guys, or the probability. donc si on connaît sa densité, on veut aussi savoir le nombre de particules et la probabilité qu'elles interagissent. Donc c'est ce qui est mesuré ici. Donc on veut savoir quelle est la masse. Donc il y a une pléthore de modèles. Ça nous laisse plein de choses à étudier. Et en fonction de la masse des WIMP et en supposant une certaine section efficace de diffusion, est-ce qu'on pourrait voir ces particules? Donc les lignes qu'on voit là, chaque ligne représente une expérience. Donc étant donné une certaine masse, si la section efficace de diffusion est au-dessus de cette ligne, ça veut dire qu'on peut l'observer. Si elle est en dessous, ça veut dire que la probabilité d'interaction est faible et on ne pourrait pas l'observer. Donc les lignes pointillées, ce sont des expériences en construction. Here, the orange Et ce que vous voyez ici, la région orange, donc j'ai distingué les régions qu'on a. En bas, ça serait des particules très très petites. Donc si le WIMP était vraiment très petit, on pourrait pas le distinguer d'un neutrino, donc on est un peu aveugle dans cette région. La zone rouge, ce sont des expériences qui tournent déjà. Et on sait que les WIMP dans cette plage-là sont en gros à exclure. Et donc les signaux qui sont en train d'être discutés, où c'est pas très clair, est-ce que ces expériences ont vraiment vu quelque chose ou pas? Est-ce que c'était un signal d'une autre source? Et donc les lignes pointillées sont des expériences en construction ou prévues. Et, et la ligne, green yellow line. la ligne bleue, verte et jaune, c'est Experiment now, which would une down up. des expériences les plus poussées qui iraient juste à la limite du bruit de fond des neutrinos. Et donc, s'il y a des WIMP, il est possible que... Enfin, s'il y a des WIMP qui existent, en fait, on pense que cette expérience devrait les mettre en évidence. Mais en fait, de ce qu'on a vu, ça peut être très très mauvais. Our Et donc ça, c'est comment les WIMP interagissent avec notre matière normale. Mais peut-être que il y a une autre possibilité. Peut-être qu'ils n'interagissent pas avec notre matière usuelle, mais ils interagissent entre eux. Vous avez deux particules de matière noire, comme vous voyez ici. Elles interagissent. we say that they might annihilate because they Peut-être qu'ils s'annihileraient parce qu'ils pourront peut-être disparaître ou exploser en plein de parties. Et il y a plein de modèles qui disent ouais, alors si on a tel type de modèle, il doit y avoir des photons ou des neutrinos qui sont produits par ça. smoking gun radiation. Et ce canon fumant, ça serait une détection indirecte pour détecter la matière noire. Le problème avec cette détection indirecte, c'est que les photons et les neutrinos qui sont produits sont pas forcément très uniques. Basically, what you have to do is you have to observe the whole Ce qu'il faut faire, c'est observer tout le ciel pour tout le rayonnement, tous les photons, tous les neutrinos, peu importe l'endroit d'où ils viennent. just if you don't know why Donc si vous savez pas pourquoi le photon vient ici, même si vous savez pas quelle est la source, bah, ça veut pas dire que c'est la matière noire. so
So identify Donc identifier toutes les sources dans le ciel et vraiment arriver à toutes les étiqueter et tout mesurer highly est, une, high effort. est un effort extrêmement élevé. Et je voulais vraiment mentionner ici la présentation jour 1 de Jos Megendas, aller en profondeur pour voir les étoiles sur les neutrinos, et l'astronomie multimessagère, l'identification de la radiation cosmique et des neutrinos par Anis sur le 3e jour. Donc là, vous pouvez voir plus sur comment la radiation cosmique peut être mesurée, peut être identifiée, et How we can go on. But peut-être et comment on peut avancer sur ces points-là. Mais pour l'instant, c'est vraiment un problème très difficile. okay, Alors, particles. donc des particules inconnues, peut-être. On va peut-être voir ce qui se passe dans cet espace-là, à ce niveau-là. Mais on est déjà assez loin. Alors peut-être considérons une direction complètement différente sur ce que la matière noire pourrait être noire. Peut-être que ce n'est pas une particule. Peut-être qu'on ne verra jamais de particule à laquelle on peut assigner un rôle qui ne fasse pas partie du modèle standard, mais qui soit responsable de la matière noire qu'on observe. Maybe our theory Peut-être que notre théorie de la gravité n'est pas correcte. Peut-être qu'à très large échelle, à l'échelle de galaxies ou de masse galaxies, peut-être que la gravité à ce moment-là fonctionne différemment de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Et peut-être que Einstein s'est trompé. now, in order to Maintenant, test this hypothesis, pour tester cette hypothèse, je vais vous présenter un nouvel effet physique qui s'appelle l'anti-âge gravitationnel. Donc je vous ai dit que la matière ou l'énergie change la forme de l'espace-temps. if you have a huge Ce qui veut dire que si on a un objet massif et énorme, il va déformer l'espace-temps, il va courber l'espace-temps d'une manière telle que si on a cet objet massif ici et qu'on met qu'on envoie une lumière dessus ou par derrière, pardon, les rayons de lumière vont courber autour de cet objet massif. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit ici une photo de la galaxie, de l'amas de galaxie Abel 2218. arcs, Et ces arcs que l'on voit ne sont pas des erreurs dans l'image, dans la photo ou dans la lentille qui a pris la photo. Non, elles sont dues à la courbure de la lumière qui est faite par cet amas de galaxies. Donc ces arcs que l'on peut voir sont des galaxies derrière cet amas de galaxies et leur lumière courbe autour dans l'espace-temps jusqu'à ce qu'elles nous parviennent. Alors, ce qui est vraiment cool avec cette méthode, c'est qu'on peut, analyze en analysant la forme de ces arcs, on peut en déduire la masse de la masse galaxie. Donc on a un nouvel outil, une nouvelle méthode indépendante pour déterminer la masse d'une amas de galaxie, à part celle de la vélocité à partir du centre de son centre. Si vous vous souvenez de Fritz Zwick, qui a mesuré les vélocités des galaxies tout à l'heure, il en déduisait les masses. Et là maintenant on utilise le lentillage gravitationnel. Donc on a deux méthodes, deux techniques individuelles, indépendantes. Donc ça a été appliqué à l'amas de boulettes. C'est un amas vraiment énorme et comme vous pouvez voir ici, on a des lignes de gravité constantes. Et on peut voir qu'il y a deux centres de gravité, ce qui laisse entendre que ce amas boulette, le bullet cluster, a deux composants, ou peut-être qu'il y avait d'abord deux clusters et qui se sont rapprochés. Et ici, on voit les deux centres de gravité. Maintenant, si la gravité fonctionne différemment à des échelles très grandes, on s'attendrait à ce que la masse lumineuse, que toute la masse que l'on connaît, les atomes, les gaz, on s'attendrait également qu'elle soit là. Parce que seule la puissance change. Donc on peut regarder le gaz dans ces amas de galaxies via une autre méthode, une autre technique indépendante, pas seulement en mesurant la masse, mais également le gaz qui remplit les amas de galaxies. Et l'espace que ça remplit, ce gaz, la masse est bien plus importante que ces galaxies elles-mêmes.
Donc c'est en fait la partie la massive, la plus importante des amas de galaxies, c'est ce gaz qui émet des radiations, des rayons X. Ça veut dire qu'on peut observer ce gaz avec les rayons X, aux rayons X. On mesure la masse de la masse galaxie avec le lentillage gravitationnel. On mesure la localisation du gaz grâce aux rayons X. Et voici ce qu'on observe. Le gaz ne sont pas là où sont les centres de gravité. Vous pouvez voir les régions brillantes qui sont les régions plus denses et plus chaudes en gaz. Donc le gaz est délocalisé par rapport au centre de gravité. Ce qui laisse entendre que la gravité n'est pas... que l'échelle sur laquelle la gravité fonctionne diffère. Il y a vraiment différents types de gaz. Le gaz plus chaud qu'on voit au centre et le gaz plus à l'extérieur ça doit être la masse de notre matière noire. Et la raison pour laquelle le gaz et la matière noire sont délocalisés ici, c'est parce qu'il y a effectivement ici deux amas qui sont en train de s'entrecroiser. Le gaz a senti la pression de chacun, s'est échauffé, et on voit ces espèces d'ailes qui vont vers le milieu. Ils se sont traversés l'un l'autre, ils se sont chauffés et se sont ralentis, alors que la matière noire, qui n'interagit pas de cette façon-là, elle s'est juste traversée sans vraiment s'en rendre compte. Cette observation a tué un bon nombre de modèles qui modifiaient la gravité, qui partit du principe que une force gravitationnelle différente à grande échelle. Donc une modification de la gravité, il y a toujours des modèles de modification de la gravité qui existent avec des théories de la gravité un petit peu différentes qui s'éloignent de la théorie, enfin qui sont différentes de la théorie générale de la relativité, mais elles sont différentes. Mais il y a une autre observation qui a tué beaucoup de ces modèles, c'est que les mélanges de neutrons et d'étoiles... D'étoiles à neutrons. Vous en avez peut-être entendu parler par le passé. Depuis qu'on a le détecteur d'ondes gravitationnelles, il y avait une étoile à neutrons, deux étoiles à neutrons qui sont mélangées. Et c'est pour la première fois qu'on a pu avoir cette énorme découverte dans l'astronomie multimessager. Et on a pu mesurer vraiment l'émission de neutrinos par les différents instruments. Et ce qu'on a vu, c'était que la vitesse des ondes gravitationnelles et la vitesse de la lumière émise par cette fusion d'étoiles à neutrons était la même. Et ça, c'était aussi quelque chose qui n'est pas prédite par certains modèles de gravité modifiés. Donc il y avait beaucoup de théories de gravité modifiée qui prédisaient que la vitesse de la lumière était différente de la vitesse de la gravité. Mais maintenant, on sait que la vitesse de la gravité est la même que la vitesse de la lumière. Ça a aussi augmenté notre connaissance de la gravité elle-même. Et ça, c'est une autre raison en fait, c'est un argument en faveur de la relativité générale. Et donc ça, ce sont les modèles les plus courants et les idées qu'on a sur ce que c'est la matière noire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de complètement différent. Peut-être quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ça, c'est difficile à imaginer, quelque chose qu'on ne connaît même pas. Ce que je voudrais que vous reteniez, on a vu comment notre vision de l'univers a évolué, en particulier dans le dernier siècle. On sait qu'à l'heure actuelle, seulement 5% du contenu en énergie est connu. Ce sont les atomes qui font le gaz, la poussière, les étoiles, la Terre, nous. C'est seulement 5%. 5% de la matière dans notre univers. C'est des choses qu'on peut voir. Le reste, on ne pourra jamais le voir dans le domaine visuel. 27% de l'énergie de notre univers doit être quelque chose comme la matière noire.
in mass Et, cannot explain currently with different et donc, c'est un excès de masse qu'on peut expliquer avec aucun modèle pour l'instant. Peut-être c'est une particule, on ne sait pas. largest majority Et la plus grande majorité de l'énergie de notre univers, c'est ce truc bizarre appelé l'énergie noire. Cette chose qui fait que notre univers s'étend d'une façon accélérée. Et étant donné qu'on n'a aucune raison de penser autrement, le futur de l'univers sera la mort thermodynamique. Tout va s'étendre de plus en plus. Il va devenir de plus en plus froid parce que ça va devenir moins dense et moins dense. Et peut-être que ça va aller jusqu'à l'infini. Peut-être qu'il y a autre chose qui va commencer à venir qu'on connaît pas. Mais pour l'instant, on ne peut pas le prévoir. Tout ce qu'on sait, c'est que ces 3 composantes sont les plus importantes à l'heure actuelle. Et que 95%, c'est littéralement dans l'ombre. Mais on espère en connaître mieux par le futur. Et donc, restez à l'écoute. Et merci beaucoup. Wow. Thank you. We have some time left. On a un peu de temps pour les questions. Pour autant que je sache, il y a des questions venues d'Internet aussi. Si vous avez des questions, levez-vous, allez à un micro. Et il y en a par là et par là, il y en a 2 je crois. Mais d'abord, alors d'Internet. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la théorie des dimensions, de plus de dimensions? Alors, des p-brain, d-brain. Alors, la théorie des cordes, elle a des difficultés pour faire des prédictions qu'on peut vérifier. Et je pense que c'est, au moins pour moi, c'est une des choses les plus importantes pour suivre une théorie. C'est sûr que ça vaut le coup de développer ces théories parce qu'on apprend beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je pense qu'elles sont pas encore pertinentes pour nous. Question suivante. Est-ce qu'il y a eu des recherches sur l'effet des inhomogénéités sur l'expansion de l'univers. Donc, par exemple, les grands vides dans la structure de l'univers. Voilà, est-ce que vous pouvez répéter la question donc qui vient d'Internet? Alors, y a-t-il des recherches sur les effets de l'inhomogénéité sur l'expansion accélérée de l'univers? Alors, il y a eu de la recherche sur comment ces inhomogénéités, en particulier les vides, affectent l'expansion de l'univers. Et il a été prouvé que seulement les seuls vides ne peuvent pas être responsables de toute l'accélération de l'univers. Avec uniquement ces homogénéités, vous n'atteignez pas ce qu'on observe. Merci Internet. Micro numéro 2 s'il vous plaît. Quand vous avez montré l'image du bébé univers, très mignon d'ailleurs, merci. Pourquoi est-ce que ça a une forme en forme d'ellipse? Alors, bonne question, j'ai oublié de le dire. Donc ça, c'est une vue du monde entier. C'est comme un planisphère, mais projeté sur le ciel. Quand on a un planisphère, c'est aussi une forme elliptique. Donc c'est une vue du ciel tout entier. Merci. Micro 1, s'il vous plaît, faites comme moi, parlez directement dans le micro pour que les autres puissent vous entendre. À quel point c'est probable ou pas peu probable qu'il y a peut-être des erreurs dans les mesures qu'on a faites qui nous indiquent qu'il doit y avoir de la matière noire, par exemple la rotation des galaxies. À quel point on est sûr que toutes ces mesures sont correctes et qu'il doit donc y avoir quelque chose qu'on ne connaît pas? La question sur les mesures qui mènent à la conclusion qu'il y a de la matière noire. Donc à l'heure actuelle, c'est un terme qu'on utilise souvent dans les conférences de cosmologie, c'est on est dans l'ère de la cosmologie haute précision. Les valeurs qu'on peut mesurer maintenant sont vraiment très très précises. Number 3, please.
Is that for the dark energy that there is some Alors pour l'énergie sombre et l'énergie noire, est-ce qu'il y a des nouvelles informations sur la structure temporelle qu'il y a? Est-ce que vous pourrez nous en parler un petit peu plus, les expériences, les mesures qui pourraient apporter des informations là? Ouais. Alors, Euclide et LSST sont le survol à grandes échelles vont montrer s'il y a un fort changement de la densité de l'énergie noire au cours du temps. Donc si c'est suffisamment grand, on va en voir une trace. S'il est très faible, on ne pourra pas le mesurer. Mais dans le futur, on aura plus d'informations là-dessus. On incrémente jusqu'au numéro 4. Oui, bonjour. Vous avez dit que les fluctuations d'énergie mesurées dans la radiation de Dans le fond de diffus cosmogonique. du fond étaient beaucoup plus faibles que celles qui avaient été celles à laquelle on s'attendait. Et le facteur était à peu près de 1000 fois plus petit. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quelles étaient les raisons pourquoi ce facteur était aussi large? Alors la raison, c'est que on a seulement un cinquième de la matière qui pourrait être responsable de ces fluctuations qui interagit vraiment avec les photons. Donc ça veut dire que les fluctuations qu'on voit dans cet arrière-plan de rayonnement influent sur la matière, mais uniquement de la matière avec laquelle ça interagit. Et ça interagit seulement avec une toute petite fraction de la matière. Et donc de cette façon-là, l'amplitude est beaucoup plus faible que si ça interagissait avec l'intégralité de la matière. Micro 2, de nouveau. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Question sur le l'amas en cluster, l'amas en boulette, pardon. Alors la matière sombre, le fait qu'elle n'ait pas, matière noire, qu'elle ne sait pas interagir l'un avec l'autre, est-ce que justement ça ne met pas du plomb dans l'aile des mesures qui ont été faites sur la matière noire? Alors la probabilité que deux particules de matière noire interagissent est supposée très très faible. Donc on aurait des événements pendant que deux amas de galaxies se percutent. Mais il y en a tellement peu qu'on ne les verrait pas directement dans la structure. Donc il faudrait vraiment mesurer des événements individuels avec les photons et les neutrinos. Mais donc c'est vraiment des événements très très rares. Donc, parce que sinon on le verrait si on avait si on avait de la matière noire qui interagissait beaucoup avec elle-même, en fait on l'observerait directement. Micro 5 s'il vous plaît, dans le fond. Bonjour, merci de prendre ma question. C'est un peu une pub pour mon copain qui est physicien, qui développe une théorie des photons primordiaux géants qui affecteraient la gravité. Avez-vous entendu parler de cette théorie? Je crois que j'ai pas compris le nom de la théorie. L'idée, c'est au début de l'univers, il y a eu des espèces de photons qui avaient une masse et qui étaient enfermés par la gravité. Je pense pas avoir entendu parler de ça. Mais peut-être vous pouvez venir me parler et on peut en discuter. Oui, c'est sûr. Vous pouvez voir ces présentations sur Quora.com. Merci beaucoup. Alors, micro numéro 1, s'il vous plaît. Vous nous avez montré la diapo avec l'expérience pour détecter les WIMP. Dans le micro. Désolé, c'est pour quelqu'un de plus grand que moi. Alors, à votre avis, ça prendra combien de temps avant que les WIMP, les expériences qui veulent détecter les WIMP arrivent soit à détecter les WIMP ou prouver qu'on ne va pas les détecter de cette manière-là? Et si on n'arrive pas à les détecter avec ces expériences-là, si on vous donnait un chèque en blanc, quelle est l'expérience que vous feriez pour aider à finalement répondre à ces questions une fois pour toutes? Donc la question, quand on en décide ça, donc ce sont des expériences qui sont en cours de préparation. Il y a pas mal de décisions politiques et techniques à l'intérieur. Je peux pas faire de commentaires sur quand est-ce que ça va commencer. Pour les expériences, pour décider, on essaye. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'étendre
la plage dans toutes les directions. Mais même si on n'est pas sûr de détecter ces événements, donc ce type de particules, on a vraiment un problème parce qu'on ne sait pas quoi chercher. Surtout si on sait que c'est une particule, parce que peut-être qu'il y a une forme complètement exotique d'interaction, et donc il faudra regarder de plus en plus profond avec une précision énorme. Et donc il y a des gens qui étudient maintenant la formation des structures, parce qu'en fonction de la façon dont se forment les structures et en fonction du contenu de l'univers et de subtilité dans le contenu de l'univers, la façon dont les structures se forment sera différente. Et donc on essaie de voir ce qui sortirait si on fait différentes hypothèses et de pouvoir comparer ça aux observations qu'on fait. Micro 3, merci. J'ai une question à propos de l'énergie noire et l'expansion accélérée. Alors j'espère arriver à en faire une question. On observe des galaxies qui sont très éloignées. Plus elles sont éloignées, plus elles sont vieilles. Et donc ça part du principe que dans chaque galaxie, il y a un trou noir supermassif. Et les trous noirs, on peut pas en dire grand-chose. Donc un des effets, c'est que... oh bon, ok. Un des effets, c'est qu'ils mangent la lumière. Peut-être que cette observation que nous, on interprète comme étant comme de l'énergie noire... Enfin, excusez-moi, mais quelle est la question? Elle arrive. J'essaye. L'effet qu'on voit et qu'on interprète comme de la matière, de l'énergie noire, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ce qu'on voit, et qu'en fait c'est un effet des masses les effets que les masses ont sur la lumière, et il n'y a pas d'accélération. Et on ne fait que interpréter comme un effet, ce qu'on voit comme un effet Doppler. Ouais. On l'interprète comme une accélération, mais en fait, c'est un effet de la masse sur la lumière. Je suis très sûr que c'est exclu par les observations. Parce que notre modèle cosmologique, si le modèle qu'on avait développé, donc le modèle qu'on a développé en fait l'inclurait si en fait la matière était modifiée, enfin la lumière était modifiée par l'univers. Bonjour, merci pour votre présentation. On dit toujours que l'univers est en expansion. Depuis ce que je comprends, de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un nouvel espace qui est créé. Est-ce qu'il pourrait y avoir de l'énergie noire? Est-ce que l'énergie noire pourrait être l'énergie qui est nécessaire pour créer l'espace en lui-même? En fait, ça c'est une interprétation. L'idée c'est que l'énergie noire a ce qu'on appelle une pression négative. Par contraste avec la matière ordinaire qui a une pression positive, et donc l'énergie noire a une espèce de pression négative, et donc oui, effectivement l'énergie noire est responsable de cette expansion. Micro 2. Avez-vous envisagé que l'incapacité de répondre à des questions sur l'énergie noire, la matière noire, implique qu'on arrive à des limites de nos modèles physique, ou est-ce que vous avez envisagé que c'est un modèle complètement différent et en contradiction de mathématiques et de la physique qui serait nécessaire pour répondre à ces questions? Alors, les modèles, vu qu'ils sont seulement des sous-ensembles de ce qu'on décrit, sinon ça s'appelle la réalité, et donc un modèle c'est jamais complet. La question c'est quand est-ce qu'un modèle contredit quelque chose? Est-ce que le modèle standard de la physique des particules contredit le fait qu'il y a d'autres particules? J'ai des soucis pour dire ça. Alors, on sait que c'est pas complet, parce qu'on observe des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais le point important, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est moins possible? Ça dépend uniquement de votre point de vue, parce qu'il faut toujours regarder, il faut que je laisse tomber une hypothèse qu'on a fait, par exemple l'homogénéité de l'univers. Si j'enlève ça, est-ce que
c'est moins efficace que d'enlever par exemple la supposition qu'il n'y a pas d'autres particules. Et ça, c'est difficile à quantifier. Quels modèles sont plus ou moins probables. Donc, je ne l'appellerai pas une contradiction. Je l'appellerais vraiment ça incomplet. Désolé, c'est la fin des questions. Merci. Beaucoup d'applaudissements pour Sarah Conrad.